Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où trois charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Bonjour mes poussins. Ah oui, vous faites des bruits de fantômes parce que l'épisode sort dans le bout de l'Halloween. Concept. Concept. Malade. C'est un fantôme impressionné. Ouh! C'est quoi la différence entre un fantôme? Ah, OK, ouais, je comprends. Je l'ai entendu, là. T'as vu la différence? Mon seul personnage que j'ai créé à date que j'aime vraiment, c'est le fantôme impressionné. Tous les autres personnages, tu les aimes pas? Je les haïs, puis je les trouve poches. En comparaison. Puis, unidimensionnels, tandis que lui, je l'ai créé dans les dernières minutes, là, mais Très c'est mon étoffé. best. Oui, le plus étoffé de la gang. Là. Il y a un backstory. Comment ça va, les amis? Hey, ça va, vous autres? Numéro 1. Oh, t'allais faire un anglicisme, là. Hein, tu t'es repris. Number one. Grand délit de tendresse. On ira le changer en faisant le montage. Number one. Number one. Pourquoi c'est... Je sais pas. Number one. Hey, j'ai commencé à écouter je peux pas dire un nouveau podcast parce que ça, d'après moi, c'est super vieux. Mais il est nouveau pour toi. Il est nouveau pour fait moi. Fait que c'est ça, là. Il est juste pas neuf. Ouais. Je fais beaucoup de voitures ces temps-ci, fait que T'as un bon outil, un podcast ouais. pour les longs trajets en voiture. Ouais. Cool. Fait qu'on remercie nos Patreons. Non, on part l'épisode. Non, parle-nous de ton... C'est quoi ce podcast? C'est un balado ou quoi? C'est un balado. Un balado, une balado-diffusion. Ça s'appelle The Magnus Archives. Connaissez-vous ça? Ah, oui. Non. Pour vrai? Ben, je l'ai pas écouté, mais je sais c'est quoi, oui. Je connais pas ça. C'est de la fiction. Fait que c'est pas un podcast c'est pas genre du monde qui jase. C'est pas conversationnel comme les bons podcasts comme le nôtre. Non, sauf que c'est diégétique, par contre. Ouh, fait que dans le fond, c'est une, moi je dirais ça, une fondation, un organisme qui est basé à Londres, qui s'appelle, je pense pas que ça s'appelle le Magnus Archive, je pense que c'est le Magnus Foundation ou je sais pas. Puis il plonge, il touche, il patauge dans le paranormal et on écoute les archives d'un archiviste qui classe les témoignages de personnes qui se rendent sur place pour parler de leur expérience paranormale. Puis ça, c'est un auteur singulier qui fait ça ou Exact. c'est un groupe de gens qui... Non, OK, c'est un dude qui a écrit ça puis qui... Jonathan Sims, je pense. Okay. C'est-tu acté? Oui, Okay. exact. C'est lui-même qui lit les témoignages. Dans le fond, la prémisse, c'est que l'ancien archiviste a disparu. Puis lui, il vient d'être engagé pour mettre de l'ordre dans ce que l'ancien archiviste n'a pas pu terminer. Puis quand ça commence, la saison 1, il est comme un peu choqué parce que l'ancien archiviste fait une mauvaise job, mais... le syndrome de qui a closé hier soir. Exact. Oui. Puis lui, dans le fond, il prend des archives écrites puis il les lit sur un magnétophone. Puis il y a toutes des raisons là, pourquoi le ruban magnétique est utilisé par rapport au paranormal. Là. C'est super intéressant comme format aussi. Oui. Fait qu'il commence toujours de la même façon. Il va dire le témoignage a été initialement déposé telle date. Aujourd'hui, on est quelle date? Ouais. Et il va être lu par l'archiviste lui-même. Ah, je pense que j'ai donné le nom de l'archiviste, puis pas le nom de l'auteur. Je sais pas. Ben, c'est ça, c'est là que ça devient, tu sais, tout Ça ce mélange un peu là-dedans. Mais moi, au départ, quand t'en parlais, j'ai comme eu un vibe de SCP Foundation. Ah, OK. Mais comme c'est une personne, c'est pas ça. Ben, il y a un peu d'horreur liminale, c'est-à-dire que c'est le témoignage de plusieurs personnes, c'est toujours l'archiviste ou presque qui lit. Des fois, il y a quelqu'un qui se rend directement sur place puis qui va donner son témoignage. Fait qu'il y a différents acteurs, différentes actrices qui vont venir remplacer l'archiviste, mais l'archiviste est tout le temps là. Puis, il y a au début un effet un peu Monster of the Week. Fait que genre, chaque épisode est un cas paranormal. Vraiment épisodique, là. Puis, il y a souvent de l'horreur liminale, mais des fois, c'est vraiment des histoires de fantômes. Un qui me vient en tête, c'est un vagabond qui raconte comment toute sa vie a été une vie de chasseur de vampires. Mais dans l'ombre, puis personne ne le sait, tu sais. Puis c'est vraiment bon, là.
Cet effet-là de Monster of the Week se dissipe plus tu approches la fin de la saison, plus que tu commences à remarquer des liens d'un cas à l'autre. Oui, exactement. Des fois, il se fait déranger pendant qu'il est en train d'enregistrer par, mettons, son assistante ou par son boss. Puis là, t'en apprends un peu plus sur la structure des archives. Puis, je peux dire que je suis vraiment accroché. Là, puis, je pense que j'approche la fin de la saison 2. Il y a combien d'épisodes de ça? Ça fait longtemps que ça roule? Ça existe encore? C'est encore actif? Maintenant, ce qui est actif, c'est The Magnus Protocol. Puis, c'est comme une suite. Dans le fond, je pense qu'ils changent le format diégétique. Mais il reste dans le même univers. Mais il reste dans le même univers, oui, exactement. Okay. Je me demande si c'est pas un prequel. Puis c'est des épisodes de combien de... C'est à peu près 24 minutes. OK, fait que ça se consomme super bien, ça. Oui. Ah Je suis en train d'aller vérifier combien Est-ce que c'est quelque chose que vous... là, toi, tu nous confies que tu consommes ça, mais c'est quelque chose que vous avez déjà fait, vraiment suivre des podcasts de fiction pure, là. Parce que c'est moins... c'est moins mon bag. C'est moins populaire en général. Je comme un radio-roman, dans le fond. C'est ça qu'on écoute. Oui, puis c'est un format super intéressant. Puis je sais pas, c'est peut-être juste que je suis pas tombée sur le bon pour rentrer dans ça, mais... tu sais, les premiers podcasts, on s'entend que le format, c'était beaucoup du true crime, puis du... Fait que, tu sais, on dirait qu'on y pense moins au côté fiction de tout ça, mais c'est très intéressant, puis c'est un médium tout à fait approprié pour ça, là. Ben oui, puis même ici, chez Choc, il y en a. Ben oui, mais c'est ça, mais il y en a plein. C'est juste que j'ai l'impression que, tu sais, in this day and age, on met beaucoup le spotlight sur... deux dudes avec un micro dans leur sous-sol. Mais no dans offense. un garde-robe. mais déjà, les podcasts qui sont pas nécessairement fictifs, mais qui sont scénarisés, ont de moins en moins d'écoute en 2024. C'est vraiment les podcasts conversationnels qui Puis de l'autre côté, après ça, des audiobooks, tu sais, on considère-tu que c'est dans la même ligne? Parce que... Ben non, parce que c'est une adaptation. Ben c'est ça. Fait que ça reste que c'est comme... Au départ, c'était du texte écrit, mais les podcasts qui sont fictifs, le texte écrit est livré après. Genre, comme l'audio, c'est la première version. Mais il y a un traitement du son, puis il y a un traitement de l'environnement qui est très différent aussi qu'un audiobook. Mais j'ai l'impression que les gens sont beaucoup dans les audiobooks. Fait que quand ils cravent de la fiction, ils ont peut-être moins tendance à aller vers un podcast. Ah ouais, peut-être. Ben, surtout que dans The Magnus Archives, il y a vraiment une volonté d'utiliser le podcast. T'sais, fait que c'est pas un livre qui est lu, c'est pas... c'est vraiment 100%... La diégèse est basée sur l'appareil narratif, c'est que c'est un podcast qu'il fait ou c'est des enregistrements? C'est des enregistrements, c'est des cassettes qu'il fait pour ses archives. Ouais. Hey, mais ça me fait penser à Case 63. T'as-tu déjà écouté ça? Non. Case 63, c'est un... je sais pas s'il y a une version française, je pense pas, mais c'est parce que ça a été adapté dans plein de langues. Je pense que la version originale est chilienne, est en espagnol. Puis c'est un créateur chilien qui faisait ça, puis ça a été adapté après ça en version en anglais. Les acteurs qui jouent les deux rôles principaux, parce que c'est juste deux rôles, deux personnes qui s'échangent toutes les répliques, c'est Oscar Isaac puis Julianne Moore. Ah, tu m'en as déjà parlé, ouais. C'est quand même comme, c'est des grosses pointures, ils sont super bons. La prod est bonne aussi, puis c'est juste des enregistrements, puis elle, c'est une psychiatre, puis lui, c'est son cas. Puis on écoute les enregistrements. La prémisse, c'est qu'il prétend qu'il vient du futur. Puis là, elle fait comme, OK, on va traiter ton cas. On va démêler ces nœuds-là. On va démêler ces nœuds-là. Fait que c'est des enregistrements de consultations cliniques qui deviennent peu à peu un récit de science-fiction. C'est full intéressant. C'est vraiment le fun. Puis c'est des épisodes de 20 minutes, puis il y en a genre 8. C'est une affaire une affaire qui se binge en une soirée d'écoute, puis qui est vraiment cool. Puis je pense que ce cas-là est... Comme ça a eu beaucoup de succès, mais c'est quand même méconnu, cet usage-là du format, du véhicule balado-diffusion. Là. Mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est plus dans l'ombre, puis c'est même pas une question de qualité de contenu, là. Ça se prête super bien, mais j'ai l'impression que les gens ont moins tendance à aller vers ça. Je pense que ça va avec la raison pour laquelle tu consommes un média. Je pense que les gens veulent connecter avec un humain réel, puis le voir dans sa réalité, dans toutes ses faiblesses, toutes ses... Mais il y a eu tellement une carence de ça, où est-ce que tout était fake, puis tout était de la mise en scène. Tu sais, je pense que le gros essor de la télé-réalité au début des années 2000 a été un peu
propulsé par le fait qu'avant ça, tout était tellement scripté, tout le monde avait tellement une T'as personnalité des sitcoms curatée. multicam, là, c'est vraiment pas... Exactement, Vraiment c'est pas pas la humain, vraie vie, là. c'est pas du tout humain. Fait que je pense qu'on a eu un besoin de raw, de Ouais. trucs. Puis là, la télé-réalité est un problème là, elle-même. Mais je pense qu'il y a comme un équilibre là-dedans. Là. Tu sais, des fois, j'ai le goût d'écouter quelque chose qui est conversationnel, quelque chose qui est plus spontané. Mais ces temps-ci, à cause que j'ai été accroché, j'ai hâte. Là, Ben, c'est le propre d'une bonne histoire. Ben, c'est ça. T'sais, une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Puis à un moment donné, tu te rends compte que quand tu regardes la télé-réalité, oui, tu as droit à des moments crus, peut-être des scènes intéressantes, mais il n'y a jamais une bonne histoire. Il n'y a jamais Non. une bonne histoire parce que l'histoire est inventée par le monteur à la fin de la journée. La vérité est rarement très intéressante ou très drôle. La vraie vérité, là, pas embellie puis pas dans le lens de quelqu'un, c'est rarement drôle puis c'est rarement intéressant. Ben, on souhaite à tout le monde un bel automne. La réalité, je l'haïs. Mais ouais, fait que... Et c'est signé Hey, Annie Bouffard. Vous m'avez pas invité ici pour être positive. La là. plus grande Je veux cynique dire. misanthrope mise devant un micro. Mais ouais, on parle de presque... je pense que Magnus Archives finit à genre l'épisode 189. Puis Magnus Protocol s'est rendu à l'épisode 30, Mais je pense. quand tu dis ça, ça fait peur. Moi, j'entends comme « Ah, j'ai un projet monstre devant moi ». Fait que, tu sais, c'est ça aussi, je pense que les gens aiment ça, consommer des trucs super rapides. Tu sais, c'est TikTok. Ben, tu sais, Fait que mettons- là, quand tu me dis « Ah, j'ai 200 épisodes à écouter pour avoir du plaisir », il faut que je sois convaincu que le premier est bon. It's about puis the que le journey, deuxième est bon, man. puis que It's le about the je sais, journey. je sais, mais je pense que c'est là qu'on perd du public. C'est là que, genre, les gens entendent il y a 200 épisodes. Tout ce que tu essaies de dire, c'est il y a 200 fois où tu vis 20 minutes le fun. Puis lui, ce qu'il entend, c'est genre, hey, j'ai pas ce temps-là, Mais mettons, 200 épisodes, Même voyons. s'il y a Pour arriver à la 189 fin. et plus épisodes, tu me dis des épisodes de 25 minutes, c'est beaucoup plus approchable que, mettons, tu sais, moi, je prends l'exemple, quand je me suis lancée dans Critical Role le printemps passé, tu sais, c'est des épisodes de 4 heures. Mhm. Puis il y en a 100 cucs par campagne, puis il y a 3 campagnes. Non, Tu sais, non, là, Tu sais, là, ça l'expression devient bite-size, inatteignable. là. Tu sais l'expression bite size? Ouais. Mm. Non, c'est ça. C'est impossible. C'est le contraire. C'est super intimidant. Fait que, tu sais, je comprends que les gens ont plus de misère de se lancer. Mais, tu sais, mettons des épisodes de 25 minutes, ça, je trouve ça très abordable. Puis très. Tu sais, parce que après ça aussi, c'est que t'as pas commit 4 heures de ta vie pour un épisode que t'es comme, ben, j'aime pas ça finalement. 20 minutes, cling-clang, tu sais qu'est-ce qui se passe. Tu sais si t'es assez hooked pour continuer d'écouter ou non. Ouais, puis tu fais 1 heure de char, t'en écoutes 2. Moi, Les c'est gens ont ça très dépend de peur, la façon que tu consommes ton balado. Là, moi, je suis un gars qui écoute des balados, qui en écoute beaucoup, mais par tâche, tu sais. Ouais. Mhm. Là, j'ai comme, ah là, faut que je fasse la vaisselle. Ah là, je me cuisine quelque chose. Ah là, je m'en vais au dépanneur. Je m'en vais prendre une marche, quelque chose. J'ai une tâche, je mets ça comme ambiance, puis je suis l'histoire. On s'entend que 20 minutes, 25 minutes, c'est une tâche ou une Genre. tâche et demie. C'est pas 4 heures que je fais comme, mais quand est-ce que, genre, faut tout le temps je mette sur pause, puis Ouais, je mais- recommence le lendemain, là, tu Puis sais. c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup, tu sais, justement, des balados qui sortent des extraits sur Internet, sur YouTube ou whatever. C'est souvent ça qui pogne parce que les gens ont beaucoup de misère à commit, à écouter 1h15 de quelque chose qu'ils connaissent pas puis qu'ils savent pas s'ils vont vraiment embarquer ou connecter avec. Fait que, tu sais, Mais des là, fois, ils c'est juste regardent de mettre l'extrait des... Instagram, l'extrait TikTok. C'est puis des ils font portes comme, ah, d'entrée. c'est cool. C'est des portes d'entrée rapides où est-ce que tu peux avoir un peu un hook, puis il y a certaines personnes qui vont assez aimer ça pour te suivre après, mais tu sais, juste Ça devrait présenter être des ça, épisodes de notre 4 extrait heures, de c'est Comme du monde. Genre, on devrait être hyper méta, puis utiliser ce que tu viens de dire comme extrait de Comme du monde sur Instagram. Je Hey, sais salut pas. tout le monde! Bienvenue dans notre extrait. Bonjour! Comment elle sait? Je pense que j'étais tombé là-dessus en plus. J'aime vraiment les récits de plongée. Plongée sous-marine, là, tu sais, les récits de Il y en a des fucked up. plongée là. catastrophe ou exploration de réseaux souterrains, Fait que- sous-marins. Pas Fait que mappé t'as suivi encore. le procès de Titan Hey, ça, c'était récemment. fun! C'est un bon récit de plongée. On a fini notre varia, fait que je peux pas me lancer là-dedans, mais tabarnak, que ça, c'était divertissant. Ah ouais, hein? là. Ah, J'ai pas mon écouté. Dieu. Le procès était divertissant. Ben, écoute, si tu me parles de riches vraiment épais qui meurent dans l'océan, c'est sûr que je vais être divertie. Il y a un peu de là. darwinisme à l'œuvre. Là. Ben, Respect pour yeah. Le gars, il est Ouais. parti avec une manette de PlayStation, checker le Titanic. Ouais, à come on, chaque fois là. que tu l'as un détail Je veux là-dessus, dire, t'es- c'est comme ça. a pas rapport. N'importe qui aurait fait non. Ouais, non, c'est ça, exact. Là. Juste Fait faire que, un disclaimer officiel. Comme du monde n'encense pas la mort de tout le monde Non. tout le temps. Juste les riches. Tout le temps. Juste les riches. Wow! OK,
Saluons les Patreons là-dessus. Sauf ceux qui sont riches. Sauf ceux qui sont riches, évidemment. Sauf si vous êtes riche, on vous haït. Mais sinon, vous êtes bien swell. Alex D, Myriam, merci pour le soutien, le support. Merci, on vous aime. Puis si tu viens de te joindre à nous, on est sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez Comme du monde, le meilleur podcast sur la démiurgie, avec Annie Bouffard, Joël Martin et Julien Lefort. Et aujourd'hui, on parle de... Aujourd'hui, vous parlez de Mass Effect, oui, que je ne connais pas. On se fait un petit genre Moi, tandem. j'arrive à froid là-dedans. Ben, C'est une prise chaude, mais que tu fais en accompagnant. Ouais, c'est une prise chaude. Avec un accompagnement. L'affaire avec ça, c'est que moi, j'aurais voulu en parler, là, c'est sûr, mais Julien m'a dit « Hey, j'ai commencé Mass Effect. » Là, une couple de mois. J'ai passé mon été là-dessus. Oh, ça va être le fun. Fait que ça ne vaut pas le jingle de prise chaude? Hey, écoute... juste parce qu'il est bon, on peut l'écouter. Hey, on l'écoute. Let's go. Go. Prise chaude avec Annie Bouffard. Et Julien Lefort. Et Julien Lefort. Mais c'est drôle parce qu'on a les 3 niveaux de connaissances de Mass Effect. Ouais. Toi, tu connais rien. Mm-hmm. Moi, je connaissais rien, mais je savais que c'était connu, puis j'avais jamais joué. Puis Annie, OK, parce que c'est un jeu? C'est une série de jeux, c'est une trilogie de jeux. Puis je pense qu'il y a un 4e jeu qui est comme hors série. Oui, puis on n'en parle pas. On n'est pas obligé d'en parler de ça. Mais moi, j'ai jamais su c'était quoi. J'ai déjà entendu le nom, je savais que c'était un jeu vidéo. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais me faire une mini préparation, c'est-à-dire, je vais regarder, genre, de quoi a de l'air l'imagerie. Et j'ai vu qu'il y avait un truc qui s'appelait les Legendary ou je sais pas quoi, qui était un remake. Oui, ils ont remaster. C'est pas un remake, c'est un remaster pour Ça fait que 3 jeux, puis un remaster. Ouais. Dans le fond, je trouvais que c'était la meilleure façon. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé à jouer. C'est-à-dire que j'ai vu le Legendary Edition en vente. Puis je me suis dit, 3 jeux, je pense que ça m'a coûté comme 15$, 5$ par jeu. Puis je connaissais le meme, le My Eyes, My Brand. Fait que j'avais déjà vu Shepard, j'avais déjà vu comme des images. Je savais que c'était super populaire, mais pour moi, ça m'apparaissait super ringard. Ben écoute, c'est une perception, mais moi, mettons... OK, fait que juste pour faire une histoire très courte, Mass Effect, c'est développé par BioWare, qui sont aussi les développeurs de Dragon Age. Mon Dieu. Qui sont mon c'est tes préférés, grand ça dada. Ça fait 2 fois qu'on parle de BioWare. Ouais, absolument. Puis en fait, moi, j'ai eu mon entrée dans les jeux de BioWare avec Dragon Age Origins, qui est sorti en 2009. Mais Mass Effect, la série Mass Effect, prédate Dragon Age. Donc, le premier Mass Effect est sorti en 2007. Ça paraît. Oui, ça paraît, en effet. Même avec le remaster, tu vois que on avait de la misère avec le polygon count. Puis, oui, carrément au niveau graphique. Ah oui, mais juste au niveau des mécaniques aussi. C'est souvent les contrôles qui mais... vieillissent mal aussi, là, parce qu'il y a des choses qui... en fait, mécaniquement, le jeu, là, c'est un jeu c'est un shooter à la 3e personne. Ouais. Okay. Et tu prends couverture derrière des objets, puis tu tires des ça, bébites. Pour l'époque, ça marchait très bien, puis honnêtement... Gears of War qui est fait comme ça. Ça marche encore. Tu sais, mettons, j'ai rejoué au 1 dernièrement, puis... Tu sais, ça se tient encore. C'est sûr qu'on a fait des avancées là, qui font que c'est un peu désuet, mais... Tu sais qu'un shooter en 3e personne, c'est comme pas la norme. Là, on est tout le temps en première personne. Ça dépend. Last of Us. Ça dépend. Mais c'est ça, je dis, c'est pas la norme. C'est comme le truc qu'on voit un peu moins, non? Ben, ça commence à être vraiment populaire. Ben, tu sais, il y a aussi... C'est quoi l'autre jeu de Naughty Dog, qui est la grosse série, là? Uncharted. 3e personne. Ah ouais, pour vrai? Ouais, j'ai jamais joué. Ouais, non, c'est beaucoup. Mais en fait, tu sais, c'est que c'est ça. Je pense que ce que tu veux dire, c'est les trucs qui sont purement des shooters. Ils sont souvent des first person. Mais mettons, The Last of Us puis Uncharted, c'est pas purement des shooters, c'est des adventure games. Fait que, tu sais, puis tu sais, dans Last of Us, tu peux être guns blazing, mais je te garantis que tu n'auras pas de fun parce que tu vas alerter 1000 affaires. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est pas la mécanique. Mais oui, effectivement, pour des jeux que la mécanique de base, c'est du shooter. Oui, souvent, c'est plus du first person. Mais dans le cas de Mass Effect... le stealth, c'est plus souvent du third person, tu sais, Metal Gear, puis... Ben oui, parce qu'il faut que tu te
positionnes dans Mais oui, l'espace. c'est ça. Ouais, Fait t'as que une meilleure vue périphérique, t'as une plus une grande perception connaissance, de ta position dans un espace donné aussi, quand tu as du stealth qui est basé aussi Fait sur... que c'est plus polyvalent de faire du troisième personne pour différents types de choses, pas juste shooter. Mais en fait, tout ça pour dire que Mass Effect, bien que c'est un shooter, c'est vraiment pas... C'est un élément de ton gameplay. Tu fais pas juste tirer du gun tout le temps. Non, c'est ça. Puis Mais- ils ont fait aussi quelque chose qui est super intéressant, qui est... tu as une classe qui est biotic. Ça, c'est que t'es des gens qui ont été exposés à l'élément zéro Oui. et qui ont développé des pouvoirs. Tu te fais poser une chip dans la tête, puis tu as des talents de lévitation, de télékinésie. Fait Ouais. qu'ils ont fait un peu leur manière de faire wizard, Ouais, mais c'est- dans un contexte scientifique. C'est science-fiction. Je peux peut-être faire un petit topo sans donner de divulgacheur, je peux peut-être faire un petit topo de comme on est dans quel genre d'histoire, là, puis après ça, on plongera en détail dans les succès et les ratés de Oui, de puis je la suis intéressée de comment toi tu l'as vécu, vu que c'est frais dans ta tête, puis que moi, ça fait Mhm. plus de 10 ans là, que je consomme ça. Fait que ça m'intéresse ta vision. Fait de que- ça. On va juste avertir les gens, je vais peut-être divulgacher certains éléments de la première entrée et la deuxième entrée de la série. Je vais essayer d'en divulgacher le moins possible, mais si t'as vraiment, vraiment le goût de te taper le jeu, là, peut-être mettre l'épisode sur pause avant de continuer, parce que certains éléments qui peuvent être évidents aujourd'hui, là, 2007, là, fait que pour vrai, si t'as pas encore joué, tant pis. Ouais, on atteint un statut de limitation là, à un moment donné, où Ouais. est-ce que, genre, tu sais, si t'as pas joué. C'est ça. Puis pour vrai, quand même, qu'on vous donnerait des spoilers, les jeux sont très vastes et valent quand même la peine d'être joués. Est-ce que Fait c'est un jeu qui brille puis qui s'appuie sur sa narrativité ou les spoilers, ça peut être comme « Oh, mais on s'en fout, ça fait partie de l'histoire puis c'est pas si Non, important. on va y arriver tantôt, OK? Mais je Ouais. vais te raconter un peu c'est quoi qui se passe. Fait qu'on est dans la Voie lactée, du monde primaire, la vraie Voie lactée, vers la fin du 22e siècle. Puis dans le fond, le concept, c'est que l'humanité vient de découvrir la présence d'une ancienne civilisation en découvrant des ruines sur la planète Mars. Jusque-là, ça va? Oui. Et il découvre aussi qu'aux confins de notre système solaire, dans l'orbite de Pluton, il y a un objet qu'en anglais, ils appellent ça un mass relay. Mais j'ai été chercher les termes français pour Oui, vous. j'ai vu. Fait qu'ils appellent C'est ça un relais cosmodésique. Cosmodésique, Ouais. j'aime ce mot. C'est que c'est une technologie qui aurait été laissée par cette civilisation-là et qui permet le voyage à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Fait que c'est un peu comme le filtre qui amène l'humanité à son éveil. Comme si on vivait un peu dans une sous-classe de Sophocle Ouais, au niveau ouais, ouais. cosmique. Puis là, le fait de découvrir ça, ce Pour monter de relais-là, niveau. on vient de monter de niveau. Puis là, tout d'un coup, on peut jouer dans l'autre game, Mhm. qui est, dans le fond, la découverte des Sophoncles qui peuplent notre galaxie. Au début de l'intrigue, on est un peu traité en tant qu'humain comme des néophytes, là, genre vous venez d'arriver, vous autres, dans la game du voyage, Oui, la puis vitesse de la lumière. pourquoi qu'on vous donnerait une place sur les conseils galactiques? Comme vous n'avez voilà. pas fait vos preuves, vous vous entretuez, vous êtes des hosties de gossants. Vous êtes impulsif, vous êtes... Comme ce qui On est arriverait pour des vrai. greenhorns. Ouais, exact. Parce qu'on découvre qu'il y a un conseil qui allie comme différentes espèces de notre Voie lactée. Ben, quand tu arrives dans Mass Effect 1, en fait, c'est ça. Tu as le conseil qui est 3 représentants des 3 races Dominante. dominantes, primaires, Ouais. qui ont, tu sais, donc une race qui contribue les troupes de choc, donc ce qui est le côté militaire. Une race de diplomates, les Asari, et une race de scientifiques, qui sont les Salarians. Fait que, il y a 3 représentants qui forment le conseil et dans Mass Effect 1 surtout, toute la politique reliée à ça, d'essayer de faire passer, tu sais, justement, d'amener des problèmes, des trahisons au sein du conseil, puis tout, de passer devant eux autres. T'as toute la bureaucratie en arrière de ça qui est très tedious puis qui est très Il rochante. y a clairement une volonté humaine d'intégrer le conseil. Ouais, Voilà. ok. Puis c'est un peu là qu'on se trouve au début du jeu. J'ai une petite question, là, mais Ouais.
est-ce qu'il y a 3 membres qui représentent 3 peuples différents parce que c'est les 3 peuples qui existent, ou il y a plein de peuples qui existent, puis il y en a plein qui font pas partie du conseil, puis qui aspirent comme les humains. C'est ceux qui ont fait les plus grandes contributions qui sont là depuis le plus longtemps, mettons. Fait qu'il y a des il y en a plein d'autres. Là. Il y en a plein d'autres. Oui, il y en a plein qui... on comprend pourquoi ils ne sont pas sur le conseil. Il y en a qui devraient éventuellement avoir une place sur le conseil. En fait, le conseil appelle ça des membres adjoints. Puis c'est ça que les humains sont. Ils sont des membres adjoints de cette communauté-là parce que faut faire ses preuves pour faire partie du conseil. Puis c'est vraiment ça que tu es en train de faire quand le jeu commence. Fait qu'au début du jeu, tu incarnes le commandant ou la commandante Shepard. Dépendamment. Moi, je pense même que tu peux changer son nom. C'est pas obligé d'être Shepard. Tu peux. Prénom. Pas son nom de famille, mais puis ça, fun fact aussi, quand le jeu a été développé, c'était le canon, entre guillemets, c'était une femme. OK. Dans le développement. Mais ça reste un jeu de rôle, fait que tu peux jouer qui tu veux puis faire ce que tu veux, mais tu peux juste modifier ton apparence. Je le mentionne parce que ça a fait bien gros fâcher les petits gamer boys quand BioWare a dit que canonically Shepard c'était une femme. Et le voice acting est considéré 10 fois meilleur. C'est Jennifer Hale qui est comme une légende de voice acting qui fait la voix de Shepard femme. Puis la voix de Shepard homme a été un peu... je sais pas, une performance très subpar. Fait que moi, j'ai joué un commandant Shepard pour des raisons qui vont devenir évidentes à travers l'épisode. OK. On y vient. Fait qu'au début du jeu, dans le fond, on incarne ce commandant-là qui est aux commandes du Normandy, qui est un vaisseau au sommet de la technologie humaine. Vaisseau prototype, en fait, qui n'est pas développé de masse. Fait qu'il y a vraiment des technologies qui n'existent pas à ce moment-là dans le realm humain. Et le but du commandant ou de la commandante Shepard va être de faire ses preuves et de faire avancer la cause humaine dans son intégration dans le conseil. Fait que dans le fond, il existe des genres d'agents trop cool qui protègent la galaxie qui s'appellent des spectres. Puis, il y a un spectre qui t'accompagne sur ta première mission pour voir si tu es assez cool pour devenir toi-même un spectre. Ce qui serait comme bon pour les humains, qu'il y ait un humain chez les spectres, ça pourrait à un moment donné faire avancer la cause pour que les humains se joignent au conseil. Fait que t'es comme un peu un poster boy, mais t'es vraiment le typique militaire, là. Genre... T'as le droit de choisir ton background quand tu fais ton personnage, fait que t'as différents backgrounds, tu sais, soit t'as été élevé sur Terre, mais t'étais un orphelin, fait que t'étais dans la rue, puis tu t'es enrôlé à 18 ans pour évader à cette vie-là. Soit tes parents étaient des colonistes sur Mendwar, sur une colonie qui a été formée par les humains. Puis, quand tu étais kid, il y a des slavers, des marchands d'esclaves batariens qui sont arrivés, qui ont décimé ton village. Puis, pour prendre la revanche, tu as été dans un service militaire. Tu sais, tu as différentes avenues, mais comme Julien dit, ultimement, quand Mass Effect 1 commence, t'es un militaire décoré. Qui est vraiment comme au top de... Tu sais, t'es N7, qui est comme les agents spéciaux. D'ailleurs, c'est bientôt, N7, 7 novembre. Ça va être la journée... c'est la journée Mass Effect. La journée Mass Effect qui s'en vient. Mais fait que c'est ça, tu commences vraiment avec... tu te démarques du côté militaire. Puis c'est ça, l'occasion de devenir un spectre, c'est que les spectres sont considérés comme les bras droits et gauche du Conseil de la Citadelle. Fait que, tu sais, tu t'approches les humains du pouvoir au maximum possible. Fait que ce serait une bonne chose. Fait que tu essaies de prouver ça. Puis c'est là que tu commences à jouer dans le jeu de rôle où est-ce que tu acceptes d'être le bon paragon? Est-ce que tu essaies de, tu sais... Ouais, l'exemple parfait d'un humain qui s'élève avec les Ou est-ce que tu essaies d'être super rough puis d'envoyer chier tout le monde puis d'être vraiment fâché puis d'être vraiment raciste? Ce jeu-là te donne... beaucoup d'options pour être très raciste. Il faut que tu navigues. On parle de racisme envers les extraterrestres, mais quand même, je comprends ce que tu veux dire. Mais ça reste un concept là-dedans qui est, ça reste un concept très fort dans Par contre, je le trouve nuancé. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui ont clairement une xénophobie, on va le dire comme ça. Puis tu as des personnages qui ont une méfiance saine. Ouais. D'humains. Justifié. Que ça fait à peu près 38 ans qu'on le sait qu'il y a des extraterrestres qui existent. Fait que, tu sais, évidemment que cette transition-là vers le niveau supérieur se fait pas tout le temps très bien. Mais à travers le jeu, c'est vraiment, vraiment bien communiqué aux joueurs. Comment
comment un personnage peut avoir une opinion sur, mettons, tels extraterrestres, mais l'autre personnage a une opinion semblable mais nuancée. Puis un autre, fait que tu peux découvrir un peu comme ça les différents états là, que... T'apprends les stéréotypes à travers des dialogues avec des gens qui vivent dans ces stéréotypes. Mais c'est pas toujours des stéréotypes. Il y a des positions qui sont vraiment surprenamment nuancées. Ben, puis il y a toujours une excellente justification narrative à du blatant racism, là, tu sais, comme, mettons, t'apprends l'histoire de tous ces peuples-là, puis pourquoi ils saillissent, puis tu sais, une en particulier qui est celle qui stand out le plus, c'est le genophage. Ah oui, OK. Tu sais, il y a une race qui s'appelle les Krogan. Les Krogan, c'était, en fait, à l'époque, c'est des espèces de gros dinosaures. Ouais, des c'est genres vraiment de scarabées dinosaures géants. des grosses carapaces, là, tu sais, c'est les gros toughs. C'est des guerriers. Oui, exactement. C'est des tanks. Puis eux, dans leur bagage génétique, ils veulent se battre. C'est ça tout leur shtick. Ouais. C'est que c'est des combattants C'est quasi parfaits. ton peuple, c'est tes Klingons. Là. Ouais, exact. exactement. Puis, ils se reproduisaient à un rythme effarant. Ils se sont fait donner beaucoup la technologie et le pouvoir de visiter d'autres mondes par des scientifiques salariés, qui sont la race de scientifiques. Qui sont sur le conseil. Qui sont sur le conseil. Et les Krogan se sont mis à juste annihiler à l'os. Ils ont été utilisés dans une guerre en particulier. Puis après ça, ils se reproduisaient tellement vite, puis ils étaient tellement conquérants, puis ils étaient tellement durs à battre qu'ils se sont mis à s'éparpiller. Puis là, ça devenait un vrai problème. Parce que là, ils annihilaient des planètes entières déjà habitées parce que leur homeworld est très hostile. Fait que, ils essayaient de sortir de ça. Puis à un moment donné, les salariés ont fait, il va falloir faire de quoi? Parce que là, ils vont juste annihiler tout le monde, puis il n'y aura plus... Donc, les salariés ont créé un virus génétique qui s'appelle le genophage et ont implanté ça au Krogan pour faire en sorte que... Ça les stérilise. Seulement une grossesse sur 1000 va être portée à terme. Donc, à partir du genophage, les Krogan sont devenus une race qui... En fait, quand Mass Effect arrive, ils sont sur leur déclin. Ils sont en train de die out parce que une pregnancy sur 1000, c'est... Ce qui est fou, c'est que ça, c'est même pas l'histoire du jeu. Non! C'est du background. Ça, c'est du background Ouais, noise. mais c'est du background dans lequel tu te retrouves 100% impliqué. Puis c'est du background qui, quand tu joues au premier titre, ça concerne un personnage dans le jeu, tu sais. Mais ça, c'est une des voix, là, tu sais, c'est une des affaires que tu entends dans le jeu, mais il se passe comme des centaines d'affaires simultanément. Puis au début, tu prends connaissance de toutes ces affaires-là qui se passent, ces petits drames-là. Puis tranquillement, tu te rends compte que tu peux... c'est pas juste comme du fluff, c'est pas juste du lore qu'on étend partout. Tu prends part active au destin de chacune de ces situations-là. Ouais. C'est ça qui est complètement ta fou. prise de décision. Dans le fond, le commandante Shepard devient un personnage central à toutes ces questions-là par défaut de ton expérience. Tu vas à travers le jeu, pour faire écho à l'épisode d'il y a 2 semaines, tu vas créer la légende de Shepard. Mm-hmm. Quand tu commences, tu es l'underdog humain qui essaie de faire une place aux humains. Puis à travers les jeux, tu vas te faire lancer des pierres, tu vas... Puis ils jouent avec ça aussi parce que, je sais pas si tu l'as vu, mais quand tu te promènes dans la citadelle, dans les 3 jeux, il y a une journaliste en particulier qui te pogne toujours pour une interview pour te demander « Hey, ta dernière mission! » Puis tu as toujours le choix d'en parler héroïquement, d'inflater qu'est-ce que tu as fait, d'être que je suis donc bon, puis je suis donc... Je suis donc magnanime et je suis un héros, ou d'en parler très bref, ou de dire pas de commentaires, ou d'être agressif avec elle, puis de te builder comme un renegade persona. Fait que... Je l'ai gelé dans le 3, moi. Elle m'a posé une question, j'ai pris un peu de travers, puis j'ai vu que j'avais le jeu, puis j'ai juste comme... C'est comme... Elle est fucking rochante, mais tu sais, tout ça pour dire que même le jeu joue sur le fait que tu étoffes la légende, puis tu la builds un peu ta comme réputation tu veux. aussi, tu vas rencontrer des gens, puis ta réputation te précède. Puis c'est une réputation... C'est pas une réputation que le jeu a créée avant que tu commences à jouer.
c'est ta réputation que tu as construite de ce que dans tu le fais jeu depuis, 1, dans le jeu 2. Fait qu'il y a une impression de contrôle sur ce que tu fais puis d'impact dans les décisions que tu prends. Tu sais, il y a beaucoup de jeux qui te font un peu à croire que tu as fait un choix puis qui te font un peu à croire que ça a un impact. Je pense notamment à Last of Us 1 où à la fin, tu rentres dans la salle d'hôpital puis tu es comme un peu forcé par le jeu de massacrer les infirmiers, les infirmières, les médecins et de sauver Ellie. Gros choix, grosse conséquence, ça va lancer le deuxième jeu, mais c'est pas ton choix. Non, c'est le jeu qui a fait un choix pour toi, puis il te le fait vivre. T'étais sur des rails narratifs quand même. Dans Mass Effect, tu fais vraiment des choix qui ont des impacts majeurs sur le gameplay des prochains titres. Ah, puis tu sais, ils font exprès aussi pour builder, tu sais, alerte aux divulgateurs, mais mettons la mission de la fin du 2, où est-ce que c'est littéralement un suicide mission où est-ce qu'il faut que tu décides... Comme le super film Rogue One, un peu. Là. Genre... Parce que chaque personne dans la dernière mission de Mass Effect 2 a un rôle en particulier. Puis c'est toi qui décides où est-ce qu'ils vont puis qu'est-ce qu'ils font. Puis si tu choisis pas... Parce que t'es le commandant. Puis si tu choisis pas comme il faut, ben il y en a qui vont mourir. Puis... Whatever, what's done is done. Le 2, c'est vraiment mon préféré dans la série. Mais t'as pas joué au 3 encore. Je suis en train de jouer au 3. D'après moi, j'approche de la fin. Fait que, juste pour finir un petit peu l'intrigue principale des 3 jeux, c'est que Shepard va découvrir une genre de conspiration qui a éradiqué la civilisation des Protéins, ceux qu'on a découverts sur Mars, ceux qui ont créé les relais cosmodésiques, ceux qui... Et il y a comme une entité intelligente, artificielle, qui vit aux confins de l'univers, qui revient périodiquement éradiquer tout ce qu'il y a dans la Voie lactée. Fait que, puis probablement au-delà de la Voie lactée. Là. Oui, c'est sûr que j'ai plus de détails là-dessus, mais je veux que tu finisses le jeu avant d'en parler. Fait que ces entités-là qui s'appellent les Harvesters, les moissonneurs. Les Reapers. Les Reapers, t'as raison. Oui. Il Harvest, mais oui, c'est les Reapers. J'avais moissonneur sur ma feuille, mais c'est les Reapers. Qui menacent, qui est comme une genre de menace qui est au-dessus de nous tout le long du premier titre. Le conseil ne te croit pas que c'est une menace. Même dans le 2, il y a du monde qui ne te croit pas. Non, mais puis to be fair, tu sais, t'arrives, toi, dans un conseil pour dire comme, hey, on va vivre une mass extension, il y a des grosses affaires qui se promettent. Tu sais, comme, c'est sûr qu'il va falloir que tu back ton truc. Mais c'est que c'est très insidieux. Puis justement, les Reapers se basent sur le fait que personne ne sait qu'est-ce qu'ils sont puis c'est quoi leur... Tu sais, c'est un peu ça l'affaire. Puis là, tu sais, justement, c'est aussi beaucoup... Je crois que le thème de Mass Effect, oui, c'est le survival puis c'est l'entraide entre des peuples qui travaillent pas bien ensemble puis qui s'aiment pas pour plein d'excellentes raisons. Mais c'est aussi, ultimement... la relation qu'on va développer avec les synthétiques. Donc, toutes les intelligences artificielles qu'on va développer dans le futur, mettons, puis là, je parle de nous, dans le monde dans lequel on vit, puis surtout avec l'avènement du AI qui n'était pas du tout là quand Mass Effect est sorti. Maintenant, où est-ce qu'on est? Comme c'est visionnaire, complètement. Hein? Ça trace vraiment comme... C'est vraiment les relations entre les organiques et les synthétiques. Puis qu'est-ce que ça va... Tu sais, puis... Le plus gros là-dedans, c'est vraiment... tu as une trame qui est les Geth, qui sont une race synthétique. C'est des automatons qui ont été créés par les Quarians sur leur homeworld pour faire des tâches ménagères, pour faire des tâches répétitives, désagréables. C'était des fermiers, c'était des... Tu sais, ils ont créé ces robots-là pour les servir. Puis, ils ont contrôlé ça très bien et très serré. Il y avait beaucoup de protocoles où est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire des updates trop hautes sans qu'il y ait eu plein d'études, justement pour éviter de bâtir cette AI-là trop vite puis qu'il y ait une sentience. Ouais. Exactement. Puis, quand Ali, ta partner Quarian, te l'explique, elle dit, c'est juste qu'on a tellement, sur beaucoup, beaucoup d'années, fait plein de petits changements, tu sais, vraiment pas, vraiment mineurs, bénins. Puis à force de builder là-dessus, il y a un jour un Geth qui s'est réveillé puis qui a dit « What is my purpose? Quel est mon rôle? Pourquoi je suis là? Puis pourquoi je fais ce travail-là? » Puis
un Geth qui a commencé à poser des questions. Et évidemment, les Quarians ont pété un plomb, puis se sont mis à paniquer et ont essayé de faire un mass shutdown sur les Geth. Et ça ne s'est pas très bien passé. Et en gros, il y a une guerre nucléaire qui est arrivée sur le home planet des Quarians et les Quarians ont perdu, ont été exilés, ont été infectés par des virus. Donc, ils sont tous dans des soutes qui ne peuvent pas sortir. Tu vois jamais un Quarian en dehors de son soute. Mais c'est ça, il nous reste 4 minutes puis on peut pas parler du fait que, en réalité, le jeu est un dating simulator. Oui, mais ça, c'est tous les jeux de BioWare. C'est Ouais, 100% mais- des jeux de BioWare. Fait que t'as de la romance. T'as de la romance, c'est un friendship simulator, je te Ok. dirais ça comme ça. C'est-à-dire que, au-delà... Tout à l'heure, on disait que t'as un gun, tu tires, Ouais, puis tout, mais C'est une excuse. t'as beaucoup d'interactions sociales avec des gens, puis maintenant, tu construis des Il relations. faut, c'est un pilier de c'est surtout tu l'histoire. retournes dans le Normandy entre chaque séquence de Pow-Pow. Mhm. Puis là, tu prends des nouvelles de ton équipage. Tu discutes avec ton équipage te demande de l'aide pour régler certaines choses qu'ils vivent dans leur vie personnelle. Puis même ce qu'Annie racontait avec la révolte des Geth, c'est encore une fois pas ça le C'est jeu. quelque chose dont t'entends parler, puis tu vas réagir C'est une à autre ça. trame, c'est un thème qui arrive puis qui est tout pour rallier Ça tout ça. me semble être une démiurgie complète. C'est hallucinant. Puis tu sais, on parle même pas du visuel. Un Le- monde bien bâti le derrière. design des l'histoire. créatures, Annie parlait des Quarians qui sont dans des habits scellés, tu sais, qui peuvent pas être en contact. C'est un peu comme Bubble Boy, mais genre sur une civilisation complète. Mhm. Parce que la guerre a tellement magané leur système immunitaire qu'ils sont plus capables d'être exposés à rien. Tu sais. Ouais. Mais c'est une des choses dans lesquelles tu vas avoir un impact. Mais au début, tu le sais pas. Là. Tu sais, au début, c'est comme, OK, encore du lore. Puis, mais finalement, je parlais gros choix, gros impact. Finalement, jusqu'au 3e titre, ben, c'est quoi ta position là-dessus? Est-ce que tu vas éradiquer les Geth? Est-ce que tu vas allier les Geth aux Quarians? Est-ce que tu vas... Tout ça, c'est des décisions qui vont avoir un impact sur la fin ultime du jeu. Les Krogans, le génophage. Est-ce que tu vas trouver un antidote pour que les Krogans puissent comme retrouver leur santé puis retrouver... Ce qui pourrait sembler être une side quest, finalement, c'est ça. C'est toutes les side quests forment l'histoire. Exactement. Puis tu vas avoir une expérience beaucoup plus riche dans ces jeux-là si tu décides de jouer le jeu puis de passer du temps avec tes teammates. T'auras pas une expérience aussi riche narrativement parlant si tu ne t'impliques pas émotionnellement avec eux autres puis que tu essayes d'aller les aider puis de pousser plus loin. Tu vas avoir beaucoup plus de lore, tu vas avoir beaucoup plus de contextualisation. T'sais, c'est ça qui rend ces jeux-là intéressants, c'est de te plonger là-dedans. Puis Est-ce je peux divulgacher une des situations qui est comme un peu mineure, mais pour donner un peu la mesure de l'impact que tu peux avoir dans le jeu. À un moment donné, dans une mission, tu trouves une reine Rachni, qui est une créature qui a été éradiquée, en théorie. Là, Pas C'est comme supposé un- exister. elle n'est pas Il y a- supposée exister. Il y a eu les Rachni Wars, puis c'est pour ça que c'est dans cette guerre-là que les Krogan ont été utilisés par les Salarians Je pour comprends. détruire tout. Puis les Rachni, imaginez-vous un gros insecte. Ouais, c'est un Ok. gros insecte, mais qui est doté d'intelligence, puis de De hive volonté. mind, de tous ces concepts-là. Et tu as un paquet de choix de ce que tu peux faire avec cette reine-là. Elle est à ta merci. Fait que tu peux la détruire, tu peux la libérer, tu peux... Moi, dans ma game, je l'ai libérée Moi aussi, je en fais ça. lui donnant un genre d'avertissement de, tu sais, ça se peut pas les guerres Rachni. Là. On peut pas repartir en guerre. Puis, tu sais, j'ai comme donné ma confiance un peu aveuglément à cette créature-là. Et dans le conflit final du 3, j'ai été capable, à cause des décisions que j'ai faites dans le 1, de recruter une armée Rachni. Ouais. Puis ça a mécaniquement un effet, puis ça a narrativement un effet sur le jeu. C'est hot, ça. C'est gros choix, gros impact. Fait que quand tu crées ton univers, quand t'es démiurge, puis je pense peut-être plus principalement au jeu de rôle, d'abandonner les rênes du canon de ton monde, puis de laisser les personnes qui participent à ton jeu prendre les décisions puis créer leur propre canon, Mhm. c'est, je Puis pense... récompenser quand ils le font aussi. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est important parce qu'il y a plein de jeux qui claiment qu'ils ont vraiment un impact puis tout, mais c'est ça, c'est comment tu ficelles ça narrativement puis comment tu as un bon payoff, en fait, d'avoir laissé ce agency-là aux gens qui jouent à ton jeu.
J'aurais plein d'autres choses à dire. Moi Dating aussi. Simulator, j'ai eu une vie amoureuse tourmentée. Qu'est-ce que ta tendre moitié en pense? Je sais pas. Elle va peut-être l'apprendre en écoutant l'épisode, mais j'avais une relation amoureuse dans le 1. J'y ai mis fin dans le 2. J'ai développé cette nouvelle relation-là à travers le 3. A fallu que je laisse mon fling du 1. Tu sais, c'est vraiment bien fait. Là. C'est pas comme cliché. C'est pas... Ouais. Vraiment un excellent jeu. Et pourquoi faut pas parler du 4? C'est pas le 4, en fait. Là. En fait, ils ont fait un espèce de spin-off parce que, en tout cas, quand tu vas finir le jeu, Julien, C'est que c'est un spin-off. C'est pas ton histoire. tu vas voir qu'ils se sont un peu peinturés dans un coin. Ah, OK. Là, tu sais, fait qu'il n'y a pas vraiment de... Bien qu'il ait déjà annoncé une suite, là, il va y avoir un Mass Effect 4. Ouais, on va sûrement avoir des nouvelles le 7 novembre. Probablement. Ouais. Puis là, Dragon Age sort dans pas long aussi, fait que BioWare va être très actif. Mais l'affaire, c'est que c'est ça. En tout cas, bref. Oui, il y aurait tellement d'affaires à dire. Il est moins intéressant, moins bon, puis il est pas central à l'histoire. Ça, Il y a je tellement comprends. d'affaires à L'autre dire qui est sur Mass sorti. Effect, la trilogie, que je veux pas passer tant. Tu sais, Andromeda, c'était quelque chose qui a Quand été... Julien va finir le 3, on aura un moment, un autre épisode de Comme du Monde. Recap. Un moment recap où est-ce qu'on parlera de cette fin-là, parce que je veux les commentaires, Julien. Ça a été c'est une fin très polarisante, Mass Effect, dans le monde du jeu vidéo. Personnellement, moi, je l'ai adoré. Fait que j'ai bien hâte de voir toi ce que tu vas en penser. Fait que achetez-le. Si vous voyez Legendary Edition en spécial, moi, je It's a me treat. garrocherais là-dessus. It's C'est a treat. vraiment bon, C'est très effectivement. Ouais, c'est du bonbon. Cool. Ouais. Hey, t'as quelque chose à nous lire? Ouais, on va aller à Gadine. Yay! Let's go. Yeah, on se voit de l'autre côté. All right. Demande de réparation, station Angzir. En notre absolue humilité plébéienne puis en connaissance du risque de châtiment pour parjure, nous présentons cette supplique au tribun de la plèbe. Monsieur le tribun, en 4 cycles de service, mettons que j'en ai vu des vertes puis des pommures ces rails de wagons barbeaux. Faut dire qu'Éléas le Conquérant avait pas mal négligé le réseau, fait qu'à l'époque où j'ai commencé, la bâtisse était au mycélium, littéralement. Mais quand notre bon Astorel II a pris le dail, ben là, tout a changé. Hein? D'un coup comme ça, le réseau mélonto-ferroviaire est devenu une priorité, puis un petit palefrenier comme moi pouvait enfin avoir les moyens de ses ambitions. J'ai fait venir les meilleurs œufs d'Ayampuer, puis je me suis assuré que nos bêtes auraient des attelages robustes, puis des lanternes alchimiques cheloniennes authentiques. L'équipe que j'ai rassemblée ici avait rien des colonies de parachutés sans avenir qu'on trouve dans les autres régions frontalières. Mon charron Ozu est le meilleur au sud de l'Oyoxer. Puis Zargueth a été maître lanternière à la gare de Quan pendant 3 lustres. C'est avec fierté qu'on a servi l'Empire toute notre vie. D'ailleurs, la feuille de route de la station Angzir est irréprochable. Vous avez juste à consulter les registres écométriques. Qu'est-ce que tu fais là? Arrête d'y licher le cul pis dis-y. C'est bon, Zarg. J'y arrive. Je sais bien que vous le savez que si je vous écris, c'est pour chialer sur quelque chose. C'est la nature de votre job après tout. Mais je veux que vous sachiez qu'on est full reconnaissant de tout ce que l'empereur a fait pour nous, puis que c'est vraiment juste parce qu'on est arrivé au bout du rouleau qu'on fait appel à vous. Monsieur le tribun, la gare d'Angzir a besoin d'être reconstruite. La plateforme est défoncée. On a 2 wagons qui ont des portes-lanternes crochées, puis un qui s'est fait arracher son balcon arrière, sans compter tous les œufs de notre pondoir qui se sont fait écrapouter. Aussi, nos réserves de bouffe puis de vin sont à sec. En fait, toutes les infrastructures de la région sont délabrées. On pourrait accuser les bufidistes, puis pour certaines stations, on aurait raison, mais pas pour Angzir. Ici, c'est pas les insurgés qui ont ravagé la place, c'est les troupes, tabarnak! Dis-y que c'est les troupes! Je sais pas, man. Accuser Eliargotas ouvertement, c'est pas mal l'affaire la plus antipatriotique qu'on puisse faire. Mais on s'en calisse? Après ce qu'ils ont fait, faut bien qu'il y ait une justice. Ah, parce que tu penses vraiment que ces hosties-là vont être traînés en cour martiale? Il y avait sûrement une couple de légionnaires là-dedans, mais c'était surtout des officiers, tu sais. Le Sénat va pas envoyer des furets croupir à Tuicha juste pour quelques inconduites au front. Inconduites? Des inconduites? Chris, Jerry, ils ont violé puis battu. La moitié d'entre eux étaient pas reconnaissables.
Je sais, mais... Non, tu le sais pas. Tu sais rien. T'étais pas là cette nuit. T'étais pas là quand on les a découverts. L'odeur des molymphes. C'est pas toi qui as charrié les corps de tes amis puis de ta famille pour en faire un bûcher derrière la barboterie, qui a mopé leur glu puis vidé 2 gallons de térébenthine d'un mop pour en nettoyer le cauchemar. C'est pas toi qui as incendié une pile de cadavres qui implorait juste qu'on les venge. Ozu a mis le feu à sa mère, Calice. Ozu, couvre tes genoux. Non, c'est bon, Ozu. Pas besoin de te boucher les cordeaux tonneaux. Zark va nous épargner les détails. Je t'épargnerai rien. Eliargotas, tu penses qu'il épargne quelqu'un, eux? Non. Faut tout dire si on veut que le tribun nous défende. Faut oser mettre nos bobos à vif. La mère à Ozu, ils l'ont défiguré puis démembré. C'est fucked up. Pourquoi tu ferais ça au peuple même que t'es censé protéger? Juste parce que la soirée était un peu trop arrosée puis t'as peur des effets de cercle kick-in? Parce que t'es grisé par le speech du centurion puis désensibilisé par l'hécatombe de rampeux sur le champ de bataille? Juste parce que tu sais que t'es au-dessus de la loi puis qu'il n'y en aura pas des conséquences pour toi. Une fourmi de plus ou de moins, ça change quoi si nos nobles soldats réussissent à reprendre Haushial puis à ramener des Raxium à Litakis? Hein? Ça fait juste pas le poids. Sauf si on met le tribun de notre bord en y faisant comprendre l'injustice. Si on reste assez cru pour qu'il empathise, si on épanche notre détresse à la page. Livre là les détails. L'odeur en dedans me levait trop le cœur, fait que j'ai fait les voyages de Barouette au bûcher. C'est Ozu qui pelletait les corps, jusqu'à ce qu'il pelte sa mère, ou plutôt la tête à sa mère, qui pendait de son prothorax par un tesson de sclérite, sans abdomen, ni membres, ni antennes. Ses mandibules étaient toutes dérenchées, puis ses yeux crevés. Son chest était écrasé, puis couvert d'hémolymphes coagulés. On n'a rien qu'à retrouver 3 de ses bras dans la place, désarticulés, si c'était même les siens. C'est ça qu'il faut raconter dans notre lettre. Mais toi, tu louanges le bon Astorel en mentionnant quelques bris matériels au passage. Ben, ça reste vrai que la station est inopérationnelle. Il y a pas mal plus de chances que le Sénat vote pour reniper son système d'approvisionnement que pour condamner des patriciens. C'est plate à dire, mais si on envoie une lettre qui implique un manquement à l'honneur, ils vont juste nous déclarer traîtres puis catapulter nos entrailles sur le village. Le village? On l'a incinéré hier, le village. Coudon, il est-tu encore après écrire, lui? Ben oui, toi. Hey, le scribe, on te paye pas pour que tu documentes nos ostinades sur ton parchemin. Juste la supplique au tribun. On n'a pas de cash pour plus que 1000 mots, anyway. Mais voyons, il écrit encore. Arrête! Arrête, sinon tu peux être sûr qu'après la nuit que je viens de passer, je me gênerai pas pour... Le personnel de la station Mélonto-Ferroviaire Angzir. Cacheté par le bureau du tribun et Lourmourde. J1, S1, M1, A5, L2, C20, R de Sieb. Traduit de l'Irial par le Journaux. Ah, c'est bon, ça, j'aimais ça. On saura jamais la fin. Là, c'est la fin. La fin, c'est pour le personnel. C'est malade, moi, c'est de ça que je veux parler en premier. Parce que quand je le lisais, puis là, j'ai vu le premier dialogue apparaître. Puis là, la réponse, j'étais comme, mais voyons, je l'ai rendu complètement fou. Il sort de sa forme. Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a jamais fait ça avant, des dialogues. Pourquoi tout d'un coup, il y a des dialogues? Puis là, genre, j'ai été rassuré à la fin que t'étais pas devenu complètement cinglé. Oui, c'était comme un petit voyage. Il y a eu, un acte 1, acte 2, acte 3 dans ce petit texte-là. J'ai tout aimé. Fait que ça, au niveau de la forme, de justifier que dans une lettre, il y a un dialogue. Je commence à arriver au bout du concept de la lettre. Là. Genre, je me tanne de l'épistolaire, puis il y a des choses que je remarque que je peux pas faire. Puis je me dis, très limitant. C'est très limitant comme médium. J'ai choisi un format, puis je me suis juré que le jour où j'aurais pu de jus pour ce format-là, je changerais. Puis là, en écrivant ça, j'étais comme, non, je peux encore garder le format, puis jouer avec, puis pousser les capacités du format un peu ailleurs. Le scribe, il est by the book, puis il écrit tout ce qu'il entend. Mais je dis que c'est... On a des dialogues écrits, puis c'est envoyé au tribun, puis le tribun, il va rien comprendre. Tu sais, je dis que c'est limitant, mais ça peut se vouloir péjoratif, mais c'est aussi intéressant que ce soit limitant dans le sens où est-ce que, justement, ça te fait réviser comment tu utilises la forme, puis ça te fait explorer différentes manières de comme rentrer dans
cette forme-là épistolaire, comme tu dis, tu sais, comme c'est... Je sais pas, c'est intéressant de pousser les limites C'est de ça. le fameuse la contrainte générale à la créativité. Exact. Ben, ouais, mais moi, je comprends un peu ton point de vue. Je pense pas que j'y arriverais. Puis même dans mon dernier texte, j'ai comme triché un peu. Là. C'était presque... je sais pas comment dire ça, mais c'est de moins en moins diégétique. C'est de plus en plus juste un récit. Tu sais. Puis j'aurais pas de problème, moi, au moment où je serais plus capable d'écrire un texte, je vais arrêter de me comprendre. Ouais, mais regarde, ce jour n'est pas arrivé. Non, c'est ça. T'as réussi cette fois-ci. Non, mais c'est correct aussi de reconnaître que tu arrives aux limites de ce que tu veux faire avec quelque chose puis de changer. C'est juste que des fois, c'est le fun de... De tester ces limites-là, cette région-là liminale. Ouais, même si c'est pas dans ta zone de confort, de voir jusqu'où tu peux la pousser avant que ça devienne plus viable. Parce qu'il faut aussi être capable de reconnaître ça, je pense, en tant que créateur. Mais oui. Fait qu'au-delà au-delà de la forme puis de la tragédie qu'il y a dans le texte, il y a le dessin de l'invention qui apparaît dans le texte qui est... que j'aime beaucoup. J'ai fait comme une création double là, parce le que wagon barbeau. Je livre un texte qui présente un nouveau concept de mon monde, fait que j'ai décidé que je le dessinais. Est-ce que c'est des panneaux solaires? Non, pas du tout, c'est du cuivre oxydé. OK. Ah, c'est drôle parce que là, t'appelles ça un barbeau, puis ça, c'est typique d'un gars qui joue dans le groupe Grairon. Ah, je suis pas bon, là. Regarde pas ce que j'ai fait, c'est pas bon. Puis finalement, c'est tout le temps bon. Non, c'est un barbeau dans le sens que c'est le nom de l'animal. Voyons, Julien, c'est un hanneton. Ce qu'on appelle un barbeau. Aïe, aïe, il s'en va. T'étais-tu vraiment confus? Tu pensais que je disais que c'était un barbeau parce que je trouve que mon dessin est pourri? Oui. Non, alors, bon. Alors, comme du monde s'excuse pour présente... cette barrière de langage. Oui, on présente. Mais c'est correct, c'est tout à fait compréhensible. Les gens parlent pas souvent de cet insecte. Fait que moi, j'avais compris. Fait que c'est un... mais moi, j'étais comme... Fait que genre, j'étais comme, va chier, le barbeau, là, c'est les full beau les dessin. vins blancs dans ton compost. Ah, là, je sais c'est quoi un barbeau. Au mois de mai, ils foncent partout dans les moustiquaires. Là. Mais j'aime ça, t'as trouvé le moyen d'envoyer du shade à Grand Héron. Non, mais c'est pas du shade. J'ai envoyé un barbeau, là, je l'ouvre, c'est full beau, tu sais. Ben, effectivement, c'est un barbeau. C'est quoi le petit Fait que symbole ça, c'est un nouveau qui a l'air... concept. Fait que je peux en parler en masse. Oui. Le symbole, c'est le sigil officiel, le symbole officiel de l'Empire. OK. Ah, c'est intéressant, c'est la première fois qu'on le voit. Oui, c'est ça, je l'avais pas vu, moi non plus. Ouais, et j'ai designé ça fait genre 2-3 ans, puis c'est juste, ça n'a jamais donné que... Ah non, c'est pas vrai, à un moment donné, j'ai livré une map monde. La map monde, il l'avait en haut dans le bordereau. En noir et blanc. Non, la première map monde que j'ai livrée, qui est une aquarelle que j'ai faite. OK. Il était en bleu et jaune. Ouais. Ah, je me rappelle. Vite de même, ça m'envoie deux choses. J'ai l'impression, vite, de voir un signe de biohazard, mais quand tu te penches un peu plus, on est plus dans le domaine de la Triforce. Biohazard de Triforce, exactement. Ouais. Mais un jour, j'en parlerai de ce symbole. Oui, mais ce jour n'est pas arrivé. Non, mais je pourrais en parler aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autres choses à traiter. Ben oui, puis un moment donné, sûr. je parlerai vraiment de la symbologie de la Bien dynastie Sieb. Parce Il y a que c'est beaucoup d'autres choses à c'est traiter. leur armoirie. Il y a une chose à traiter, puis c'est le fait que c'est propulsé, c'est tiré par un barbeau devant lequel on met une lanterne. Fait qu'il est attiré par la lumière. Ouais. Donc, il fournit une énergie constante pour faire avancer le wagon. C'est un coup de génie. C'est écœurant. Je trouvais ça tellement... Fait que v'là... C'est la carotte de l'âme. C'est la carotte de l'âme. Fait que v'là un certain temps, je pense que je l'avais dit dans Comme du Monde, que j'étais comme fâché parce que je trottais sur une idée dans ma tête que j'avais pas pleinement développée, mais qui concernait des gros insectes géants. Puis là, toi, dans Valterra, t'as les édificiers qui ont des fourmis, puis les lutrons, puis tout. Fait que t'as toute cette culture-là. Puis j'étais comme, ah non, on va se dédoubler. Mais j'en fais pas beaucoup de ça. J'avais juste une idée. Fait que j'ai dit, je vais l'accomplir jusqu'au bout, puis c'est pas 15 idées non plus. C'est qu'en fait, le niveau d'oxygène de l'atmosphère de Gadin est plus élevé, puis la pression atmosphérique est plus faible. J'avais besoin de ces critères planétologiques-là pour que je puisse avoir des humains fourmis, des humains coquerelles. Qui sont pas minuscules. Parce qu'avec la pression sur notre planète, c'est impossible qu'une fourmi fasse 3 mètres. C'est impossible parce qu'elle s'écrase sur elle-même. Mais à une autre époque de l'histoire de la planète Terre, il y avait des libellules de plusieurs mètres, puis des fourmis de plusieurs... Il y avait des créatures insectoïdes immenses. Parce que la pression était moindre, l'oxygène était dans le tapis. Fait que j'ai joué avec mes barèmes quand j'ai travaillé sur les affaires les plus plates de la géofiction, c'est-à-dire, genre, c'est quoi la proportion de gaz, d'azote puis d'oxygène dans l'air.
Mais là, avec ça, ça me permettait d'avoir des insectes géants. Fait que je me suis dit, il y a de quoi à faire avec ça. Puis l'idée que j'avais, c'est, il y a un système de train, de rails qui communique, qui relie les plus grandes villes d'un empire immense. Surtout parce que le peuple dominant, c'est des furets. Mais il y a plein de peuples ailés qui vont vraiment plus vite que les furets, qui font office de messagers. Les corbeaux font souvent les messagers, mais mettons, tu te dis, les aigles puis les abeilles sont dans des positions de pouvoir aussi, puis ils sont vraiment plus efficaces à relayer de l'information, à communiquer. On veut toutes les routes mènent à Rome, mais genre, les routes servent à rien si ton peuple dominant, il vole, tu sais. Exact. Fait que j'étais comme, je veux que les furets puissent aller vite d'un bout à l'autre d'un empire immense. Mais c'est parce que Fait que je veux des rails. les routes deviennent ce que le transport en commun est aux gens, mettons, dans notre société. C'est que t'as des classes de société qui utilisent ce transport-là, puis d'autres non. Le fait que les furets soient relativement hauts dans la hiérarchie, mais ne volent pas, fait en sorte qu'il doit avoir une attention qui est portée au mode terrestre de transport. Ouais, puis tout le monde a des charrettes, puis des chevaux, puis tu sais, je sais pas, j'ai pas encore désigné c'est quoi mes chevaux, là, parce que je veux pas nécessairement qu'il y ait des chevaux, mais clairement, il y a des montures possibles, pis tout. Mais j'étais comme, il faut quelque chose d'un peu supérieur à ça qui leur TGV. permet de faire de la job aussi sur la route. Puis là, je fais comme, je veux qu'il y ait un train, mais je veux pas développer de locomotive. Puis je vais prendre mes barbeaux, puis les alchimistes font des lanternes spéciales avec un feu qui se contrôle à distance. Puis là, j'ai commencé à designer ça parce que je voulais qu'il y ait une forme d'alchimie chez les tortues géantes. Fait que le chauffeur, puis tu sais, c'est une tortue. Puis le maître alchimiste, maître lanternier. Fait que là, je développais un peu ça. Fait que mon système... Il peut allumer, éteindre le feu. Ben, peut-être que c'est un simple mécanisme qui bloque la lumière, ou peut-être que c'est vraiment genre une flamme qui a une propriété un peu magique. J'ai pas encore décidé, mais c'est sûr que c'est pas juste une lanterne avec une lumière à l'huile. Il y a quelque chose de plus développé là-dedans, de plus technologique, qui attire le barbeau à aller vers sa lanterne. Puis ça vit même pas 24 heures. Hein, fait que il part d'une gare, il meurt à l'autre gare. À l'autre gare, il y a une ponderie, il y a un barbeau qui est clos. Le temps qui change C'est-tu le concept que, genre, si la flamme est moins forte, on ralentit, puis si la flamme est plus forte, on avance plus vite? Comme je dis, j'ai pas encore désigné le détail du fonctionnement de tout ça, mais clairement, je vais jouer avec ces concepts-là puis essayer de voir c'est quoi. Puis c'est de penser que c'est un insecte complètement idiot qui est attiré par une lumière, puis c'est ça le tricks qu'eux ont trouvé. Fait qu'un insecte. Ouais, mais les mannes, les barbeaux, ils font des moves que tu dis, OK, t'es pas en train d'aider ta colonie, t'es en train de foncer dans un mur. Je m'allais dire, ceux qui sont attirés par la lumière. si tu parles de fourmis ou whatever, tu sais, si ça a beau pas être intelligent, c'est quand même fucking... genre intense et efficace. Ouais, là. les fourmis qui sont toutes collées dans le piège en dessous de mon lit. Mes sophontes formiciens, ils ont le perk du système social vraiment développé. Ils ont des structures sociales vraiment développées. Mes sophontes qui sont coquerelles, les blatiens, ils ont l'instinct de survie. À côté, ils vont survivre à tout le temps. Tu sais, ça, c'est de quoi que j'ai voulu développer. Mais quand on parle d'un vrai animal, une bête, on n'est pas dans le sophonte. Là, j'ai joué avec ça. Ouais. Fait que ouais, on a un système de stations un peu partout qui relaye les grandes villes de l'Empire. La station Angzir, elle est dans ma map là, sur le chemin qui mène à là où il y a la guerre contre les serpents. Fait que toutes les troupes passent par là. Puis là, hier, les troupes ils ont arrêté la station, ils ont vidé un peu les caves à vin, la mare de poignée. Puis les locaux qui travaillent au village, qui travaillent proche de la station. L'auberge puis la station sont connectés ensemble. C'est la seule affaire qu'il y a dans la place. Ils ont payé de gros prix parce que quelqu'un, un moment donné, a été rowdy puis quelqu'un s'est enflammé. Puis, bien sûr, les furets qui étaient là, c'est tous des légionnaires, c'est tous des officiers. Oui, s'il y a dans nos auditeurs des gens qui ont déjà vécu à Saint-Jean-sur-Richelieu, vous savez que la base militaire était juste à côté de la rue des Bars. Puis c'est ça qui arrive. Que si tu mets assez d'alcool dans un militaire, là, la marde va souvent pogner. Je vous confirme. Fait que l'histoire que je raconte, ça reste que ça, c'est un concept complètement idiot. Ben, pas idiot, mais comme complètement cocasse et drôlâtre. Puis que mon format,
ça reste que c'est dans le monde un peu de la comédie, parce qu'à la fin, il y a un punch qui est haha, le script, il est niaiseux, puis il écrit tout. Mhm. Mais l'histoire que j'ai décidé de raconter est une tragédie humaine, dramatique. Fait que tu as trois employés. Pour moi, à la gare, il y a toujours, comme au minimum, 3 personnes. Tu as un palefrenier, la personne qui s'occupe des chevaux sur une écurie, mais j'ai utilisé le même mot. Lui s'occupe des barbeaux. Il s'occupe des barbeaux, il gère la ponderie. La barboterie. La barboterie. La barboteuse. Qui est mon écurie, tu sais. Il y a un maître lanternier qui connaît les secrets de l'alchimie. Puis il y a une personne qui est un charron, qui gère les chars, les wagons eux-mêmes. Mhm. Fait que ça, t'as au moins besoin de ces 3 personnes de staff-là. Ben, ils étaient absents hier dans la nuit, puis ils sont rentrés sur leur chiffre à matin, puis ils ont découvert le massacre. Uh-huh. Fait que ça, c'est mon histoire que j'ai décidé de raconter. Oui, sauf que ton histoire, on dirait qu'elle prend vraiment, en tout cas en ce moment dans ma tête, un backseat. Ouais, Parce qu'on présente un concept. Mais c'est parce que ton innovation technologique, elle ouvre tellement. Je veux dire, OK, première affaire, là, tu pourrais faire ça, mais en mer. Ouais. Ah oui, c'est... Tu peux-tu avoir une selle puis rider solo sur un barbeau ou il suit tellement la lumière que c'est suicidaire? Ben, je D'ailleurs- pense que c'est juste impossible parce que les ailes... Ouais. Il n'y a pas Là, il y a d'espace, des rails. vraiment. Là, tu sais, là, il y a des rails Je qui comprends, peuvent ça pas. te contraint. Tu sais, il y a une contrainte quelconque, je pense. D'accord. pour C'est les pour ça que j'ai riders, choisi les rails puis que c'est pas des chars qui peuvent aller n'importe où aussi. C'est vraiment des rails, puis il y a une force motrice, mais le vecteur est ramené par les rails. Il s'en va juste en Ben, face puis de lui. le harnais, comme on le voit aussi, est sûrement aussi fait pour garder le barbeau dans une limitation de mouvement qui fait en sorte qu'il ne pourrait pas donner un coup sec vers la gauche ou la droite pour faire des relays. Oui, il pourrait juste c'est pas, même ça. s'il voulait. Exact. Il est Ouais, sauf tenu que en place. quelqu'un qui voudrait le faire dérailler aurait une façon de le saboter en lui donnant une autre source lumineuse. Ce qui nous mène à une prochaine histoire de déraillement de convoi pour obtenir l'or des furets. Tu comprends que genre il y a tout le monde du western que je peux peut-être embrasser sur des prochains projets. Puis il y en a dans la nature de ces animaux-là aussi. ouais. Ça veut dire qu'il faut vraiment pas que tu laisses tes rideaux ouverts la nuit parce que tu vas te faire crasher ta maison par un barbeau de... Ouais, qui sont absolument pas... Il n'y a pas de malice, Non, il suit la lumière. mais... C'est juste que c'est différent quand Il c'est va un barbeau péter ta gros comme fenêtre. ton pouce qui C'est cogne dans ça. ta fenêtre puis un barbeau gros comme une vache. C'est dur d'avoir du malice quand tu es à peine sentient. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Est-ce que les bifidistes pourraient mettre des bombes ou du poison sur des barbeaux, les relâcher près d'un campement furet qui fait le party, qui a plein de sources lumineuses, puis là, tout d'un coup, il y a des centaines de barbeaux piégés qui s'abattent sur un... Un petit Tu- cheval de Troie là, dans Tu un barbeau. veux-tu le faire, Gadine, ou tu me le laisses? Non, mais plein de bonnes idées, effectivement, Ouais. qui peuvent sortir de ça. Pour moi, toutes ces innovations-là, cette structure-là, cette idée-là, c'est une invention des tortues de mer. Fait que mes tortues de mer, j'en parle pas beaucoup, mais c'est un peuple plébéien, mais qui avait une grande autonomie pendant longtemps, puis maintenant, il est complètement assimilé, complètement intégré. Mais ils maîtrisent une forme d'alchimie, de métallurgie, des ingénieurs. Ils ont ça pour eux. Les éléphants sont les grands savants de l'Empire, mais les tortues de mer sont pas loin, puis souvent, il y a des projets qui sont faits d'une façon commune. Ça fait longtemps que ça existe. C'est pas une innovation. C'est pas comme genre le monde vient juste de se faire poser des chemins de fer. Non, t'as un réseau présent en ce Il y a moment. un réseau présent, puis il est construit. Là. On n'est pas pendant la construction du chemin de fer non plus. Est-ce que ça a beaucoup évolué ou l'évolution de ça a stagné parce qu'il était comme ça marche, puis il n'y a pas de raison de changer ça, puis... Écoute, moi, je le vois d'une façon statique parce que je viens de l'inventer. Ouais, Mais oui. clairement, plus tu y penses, plus tu dis, ah oui, il y a peut-être une version prototypale de ça avant, ou une Mais tu peux te version... faire un historique. Fait qu'on peut jouer avec ça au puis bout. tu peux là. jouer avec ça, puis il peut même avoir des accidents catastrophiques qui sont arrivés puis qui ont motivé certains choix de design ou Ben, changement. il faut juste que j'applique un minimum de... Que je me restreigne dans mon envie d'inventer des brevets spécifiques qui sont sortis dans telle région. Parce qu'à un moment donné, la fameuse démiurgite nougat. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Mais c'est quoi les points que j'ai le goût de développer puis ceux que je peux laisser traîner? Ben, t'as juste vraiment un beau mariage de technologie et de xénobiologie. T'sais. Puis à partir de ces deux affaires-là, tu peux... Je pense que c'est cool de brancher, là, d'aller chercher... sans passer tout ton temps là-dessus, mais ça va avoir un impact sur ton monde niveau déplacement de population. Ce qui est hot, c'est qu'à date,
j'avais tout fait en conséquence que les gens sont capables de se déplacer quand même rapidement. J'avais juste pas le moyen. Je l'avais pas désigné comment ou pourquoi. L'Empire Sieb est immense. Il fait la grosseur de l'Afrique, là. Fait que j'étais comme, le monde, ils ont quand même une mobilité. Pourquoi, comment, je sais pas, mais les furets peuvent aller de Loyauxel jusqu'à Elormode assez facilement. Là, un moment donné, je l'ai désigné, puis là, ça répond. Dans le fond, c'est pas quelque chose que je rajoute puis qui me met dans la marde. C'est quelque chose qui résout les mystères que j'avais. Non, c'est 100% un outil de... Ouais, fait que je suis comme en amour avec ça. Là. Je vous ai écrit cette semaine, j'ai une bonne production, puis c'est pas mon texte qui est tant le meilleur texte au monde, c'est l'idée de ça, je la trouve cool, puis je vais aller à quelque part avec. À quel point c'est accessible aux plus petits dénominateurs? C'est rempli de furets en ce moment. OK. Puis le chauffeur, c'est une tortue. Ah, mais c'est ça. Je pense que c'est élitiste, ce truc-là. Puis c'est comme c'est pas un truc que le. C'est pour ça que c'est pas un train. C'est pas un train. Il n'y a pas d'autres wagons. Hein. Il y en a rien qu'un parce que le barbeau n'est pas capable de tirer plus qu'un. Puis... Les modes de transport sont souvent ajustés technologiquement à la classe qui va servir. T'sais. Fait qu'on disait justement, les aigles, les perroquets, les corbeaux, ils volent. Fait qu'eux, ils n'ont même pas d'utilité pour des routes ou des trains, whatever. Et probablement que cette invention-là n'aurait pas été faite s'il n'y avait pas eu des citoyens de classe supérieure qui avaient eu besoin de se déplacer. On serait resté avec les chars, puis les chevaux, puis les trucs très de base sur des rues probablement pas très bien entretenues. Mais c'est ça. C'est pour venir convenir à une classe de gens. Fait que non, j'imagine que il y a juste des furets qui voyagent là-dedans parce que... Peut-être juste les patriciens, mais tu sais, un aigle qui va là, c'est parce qu'il veut faire un somme pendant qu'il se rend à sa prochaine ville plutôt que de ça, voler. Parce qu'il y a quand même un avantage à voyager pendant 24 heures sans te fatiguer, sans t'arrives à ta destination frais et dispo, tu as pu gérer des affaires en chemin, tandis qu'un aigle qui vole pour se rendre au même endroit va arriver là-bas épuisé, va, tu sais... Avoir besoin de moi, je vois quand même... beaucoup de bonnes raisons pour qu'un aigle ou ce serait surtout des aigles, right? Là, qui... Les aigles, les abeilles. Les autres peuples patriciens, c'est éléphants furets. Les éléphants furets peuvent utiliser le système, d'après moi. Là. Ce qu'on nomme, c'est des peuples qui sont au même palier ou à un palier semblable que les furets. Les furets n'accepteraient jamais qu'une coquerelle ride avec les autres. Les plébéiens peuvent pas, puis les pérégrins peuvent rien faire. En fait, ceux qui sont même pas dans l'Empire, les visiteurs, les touristes, ils n'ont pas accès à ça. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, il y a quand même une restriction, une espèce de non-dit que ça passerait pas. C'est pas un non-dit. Je pense que c'est pas... c'est Jim Crow, là. C'est comme... C'est rough, là. C'est ça. C'est genre non. Puis... Ça te met aussi une belle cible, justement, un beau symbole à détruire quand il y a une révolte ou quand il y a... Ben, ça fait une cible. De paralyser le réseau, c'est une faiblesse dans le système des furets. Pour déranger un maximum l'ordre, tu peux targeter ça, Absolument. Fait que, je trouve ça vraiment cool, puis je vais clairement rejouer avec ça. Puis au niveau de l'objet lui-même, tu sais, ça reste que... je l'aime, mon petit dessin. Il était écœurant. Je vais le mettre sur les interwebs. Ben oui. C'est pas un barbeau. Non, mais c'est un barbeau, mais c'est pas un... Julien! Bon, on se voit dans 2 semaines. Ben, certainement. C'était super le fun, les garçons. À une prochaine, les amis. Comme du monde, un balado signé Joël Martin, Julien Lefort et Annie Bouffard. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.